Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Un dernier petit effort pour la dernière présentation. Un petit peu dans la continuité de ce qu'ont présenté Julie et Christian, l'idée ça va être de resserrer un petit peu plus encore le focus pour faire le lien sur cette présentation entre l'imagerie mentale ou motrice, on va parler d'imagerie motrice davantage, et la notion de force musculaire. Pour être un petit peu une nouvelle fois dans cette considération assez intégrée de la dimension et de la préparation mentale, et voir dans quelle mesure elle peut venir questionner, impacter et jouer sur des paramètres qui relèvent davantage de la préparation physique ou technique de l'athlète, et donc avoir un effet un petit peu plus direct sur la performance. Alors un petit peu dans l'esprit de ce qu'a présenté Jean-Benoît ce matin, l'idée c'est aussi de vous faire une sorte de panorama pour comprendre finalement pourquoi le travail mental pourrait venir intéresser ou caresser les questions en lien avec la production comportementale de la force par le corps, de voir dans quelle mesure il peut y avoir des effets bénéfiques, finalement comment ce travail mental impacte les mécanismes de force et la force produite, et puis ouvrir sur quelques perspectives, quelques réflexions à la fois d'usage et de questionnement qui viendront alimenter finalement tous ces débats-là. Et comme le soulignait également Fred Aubert à un moment donné dans les échanges, vous allez vous rendre compte, si ce n'est pas des choses que vous avez déjà à l'esprit, que finalement ces approches scientifiques viennent très souvent se chevaucher, valider, confirmer, objectiver ce qui se fait déjà dans la pratique de terrain. Et donc on va finalement parfois apporter des considérations un petit peu plus conceptuelles ou sémantiques sur des choses qui sont déjà bien connues des praticiens. Parfois on va venir expliquer ou confirmer des effets, mais on se retrouve généralement sur le résultat final. Alors, l'imagerie motrice, c'est la représentation mentale d'un mouvement, ça a déjà été évoqué dans la présentation juste avant celle-ci. Et la particularité du travail mental, c'est qu'elle vient activer le système nerveux de manière relativement comparable à ce qui se passe lorsque j'exécute le mouvement. C'est-à-dire qu'on va engager finalement les régions nerveuses qui sont responsables de la préparation, de l'exécution et du contrôle du mouvement, ce qui parfois nous pousse, j'ai souvent tendance à venir titiller un petit peu cette notion-là, à considérer que le cerveau ne fait pas la différence entre exécuter et imaginer, ce qui est complètement faux, puisque quand on demande à quelqu'un d'imaginer le mouvement, il sait tout de suite consciemment que ça ne va pas déboucher sur un comportement et qu'il y aura une inhibition motrice ou une facilitation incomplète de cette commande motrice. Néanmoins, on va engager le système nerveux de manière comparable, ce qui fait que, pour simplifier ou vulgariser un petit peu à l'extrême, c'est pratiquement comme si on faisait un essai supplémentaire dans la mesure où on va moduler, façonner le cerveau. Et on va en fait induire une plasticité cérébrale, on aura l'occasion de revenir à plusieurs reprises sur ces notions-là au cours de la présentation, et cette plasticité cérébrale va refléter ce qui se passe dans un apprentissage moteur. Et ça va refléter à terme notamment quelque chose qui est assez bien connu, qu'on appelle l'efficience neurale, qui fait que l'expert performe plus, est meilleur, est plus efficace, à moindre coût cognitif. Et on retrouve ça finalement dans la mise en place d'un travail, même lorsque ce travail est mental et qu'on engage dans un apprentissage ou une exécution mentale. Alors on va avoir ce qu'on appelle une activité dépendante, c'est-à-dire qu'en réalité le fait de pratiquer, mais c'est valable pour une activité physique, l'exemple ici comme pour une activité mentale, eh bien à la surface du cortex moteur, on a l'intégralité du corps qui est représentée, on le verra de manière disproportionnée, ce sera important, et en fait le fait de répéter physiquement ou mentalement un mouvement va jouer sur une forme de réorganisation cérébrale, va impacter les cartes corticales des neurones qui sont responsables de la motricité des effecteurs correspondants. En d'autres termes, ici par la pratique physique, mais par transposition, à chaque fois qu'on va faire un travail mental, finalement on va moduler, façonner notre cerveau. J'aime bien parler de modifier la mélodie qui va être jouée par le système nerveux, ou une sorte de signature neuronale, qui fait que progressivement, on va façonner notre cerveau pour qu'il soit le plus efficace possible. Et ça va se traduire par une plasticité cérébrale qui permet l'efficacité du mouvement à moindre coût cognitif. Et c'est probablement la raison pour laquelle le travail mental est particulièrement efficace. Et du coup, on va pouvoir caractériser comme ça un certain nombre d'éléments. Donc, par exemple, le cerveau expert. On a eu l'occasion de travailler avec Vencelas Dabaya, qui était l'haltérophile français le plus titré, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin notamment. Et on avait eu l'occasion, dans cette petite expérimentation qu'on avait montée pour un reportage, de comparer l'activité cérébrale lorsqu'il exécute, plutôt lorsqu'il imagine le mouvement même, et de la comparer à ce qui se passe chez un athlète amateur de niveau régional qui, lui, a beaucoup plus de difficultés et beaucoup moins d'usage de la pratique mentale. Et sans rentrer dans les détails, ce qu'on avait pu observer dans la caractérisation des rythmes cérébraux et du coup leur localisation spatiale, c'est que chez l'athlète expert olympique ici, on avait une première phase de désengagement
qu'on connaît bien comportementalement, hein, qui se traduit plutôt par une sorte de reset ou de remise à niveau. Hein, on rentre dans sa bulle. L'athlète 8 parlait de se connecter à sa charge. Et ensuite, on a une représentation mentale, ici du mouvement, qui implique notamment les régions sensorimotrices et qui caractérise la formation des images mentales, la construction des ressentis musculaires, des perceptions du mouvement, etc. etc. Chez notre athlète débutant, on n'a pas du tout cette première phase. Hein, il part directement dans une représentation qui est beaucoup plus approximative et qui n'implique pas notamment les régions sensorimotrices. Et on est dans un travail qui est du coup beaucoup moins fidèle par rapport à la réalité, donc potentiellement, par extension, beaucoup moins efficace. Donc finalement, on a une plasticité cérébrale qui est ici façonnée à la fois par la pratique physique, hein, bien évidemment, et même en premier lieu, et ensuite par la pratique mentale, et bien de la représentation mentale du geste. Et cette représentation mentale va être mise au service de la performance et de la préparation. Mais ça, c'est valable chez l'athlète expert, et en réalité, c'est même valable chez tout le monde, ce qui nous amène à avoir à l'esprit que finalement, tout le monde fait une forme de préparation mentale intégrée, hein, sans forcément l'appeler comme ça. Donc là, c'est pas Vencelas Dabaya, mais c'est Adriana Carambeu qui s'est prêtée à l'exercice, et pour essayer de mettre en évidence eh bien, la caractérisation de l'activité neuronale pour la maîtrise gestuelle, et pas forcément pour le geste sportif. Mais vous allez voir qu'on arrive pratiquement aux mêmes conclusions, puisque quand on lui demande ici d'exécuter un mouvement relativement facile et maîtrisé, et quand on lui demande d'imaginer ce même mouvement, vous voyez que les cartes corticales qu'on observe sont relativement similaires. On retrouve cette fameuse équivalence neurofonctionnelle qui caractérise l'analogie, ou la forte analogie entre imaginer et exécuter. Par contre, si on lui demande d'imaginer un mouvement qui n'est pas maîtrisé, donc qui est beaucoup plus approximatif, on retrouve finalement ce qu'on sait en termes de postulat et qui se confirme relativement bien ici, c'est qu'on a une activité corticale qui est beaucoup moins représentative du mouvement, qui n'implique pas les régions importantes et notamment les systèmes moteurs. Donc on a cette maîtrise gestuelle qui est retranscrite par cette activité neuronale. Et pour terminer cette entrée un petit peu plus neurophysiologique et la relier à l'objet principal de la présentation qui est la force musculaire et ses liens avec l'imagerie, on a aussi là des cartographies cérébrales qui nous permettent de comprendre que finalement la construction de la commande motrice lorsqu'on imagine le mouvement, malgré le fait que cette commande motrice ne débouche pas sur une exécution, donc soit inhibée partiellement ou soit construite de manière incomplète, eh bien, elle retranscrit et elle caractérise assez finement les paramètres de la commande motrice lors du mouvement véritable. Donc on a un certain nombre d'études qui mettent en évidence, par exemple, que l'imagination de différents types de contractions musculaires, ici vous avez une comparaison entre l'excentrique et le concentrique, se traduit par des activités d'intensité cérébrale ou des localisations d'activités cérébrales qui sont partiellement différentes. Et donc qui retranscrivent finalement la finesse de la contraction musculaire qui normalement est envoyée en direction des effecteurs. C'est valable sur l'activité corticale, c'est valable ici sur l'activité électromyographique, bien qu'elle soit subliminale, hein, c'est de l'ordre du microvolt lorsqu'on imagine le mouvement, ça retranscrit malgré tout les caractéristiques de la commande motrice. Et puis un tout dernier résultat, vraiment sous forme d'illustration, c'est que lorsqu'on demande à une personne d'imaginer une contraction maximale volontaire à des intensités différentes, c'est-à-dire à 10, 30, 60% de son 1RM, entre parenthèses, ça nécessite une acuité mentale relativement développée, hein, c'est pas donné à tout le monde, à la fois de le faire et encore moins de le contrôler qu'il est capable de le faire. Mais lorsqu'on regarde la capacité à imaginer des intensités de contraction mentales différentes, ça se traduit par des configurations d'activation qui sont comparables, mais qui sont également d'intensités différentes. Donc on a une sorte de retranscription de l'intensité du mouvement que l'on souhaiterait faire ou que l'on envisage faire dans la représentation mentale. Tout ça pour dire qu'au final, cette plasticité cérébrale qui est induite par le travail mental, cette activité neuronale ou cette configuration d'activité neuronale, sont un des éléments qui permettent de bien comprendre pourquoi le fait de s'engager dans une représentation mentale du mouvement va permettre non seulement de le renforcer, donc de l'automatiser, de le mémoriser, soit de le modifier en modulant les programmes moteurs et les schémas moteurs qui sont joués par le système nerveux. Et ça c'est un peu emballé, ça c'est quelque chose qui est relativement bien connu du point de vue de la performance, et là l'objectif, de manière assez, je dirais pas superficielle, mais en le survolant, c'est de questionner finalement qu'est-ce qu'il en est par rapport à la force musculaire. Donc maintenant qu'on sait que l'imagerie est capable d'améliorer la performance, qu'on connaît les processus ou les corrélats neurophysiologiques qui en expliquent son efficacité, quels effets on peut observer sur la force musculaire ?
Alors la toute première étude, elle n'est pas si ancienne que ça, hein. La toute première, qui est souvent la moins documentée, en tout cas pas la plus connue, elle remonte au début des années 90, 91, par Cornwall. C'est une étude de terrain qui a été faite, et c'est assez surprenant, sur un muscle pour lequel, vous allez comprendre par la suite, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait moins d'effets, voire pas d'effets. Ça a été fait sur le quadriceps. Et donc il a regardé dans quelle mesure le fait de s'entraîner mentalement à répéter des contractions musculaires du quadriceps, des contractions isométriques, avait un effet sur le développement de la force. Il a observé ça chez 24 participantes et il a montré que 3 séances d'imagerie, donc un travail quantitatif relativement limité, permettait d'améliorer la force musculaire développée au niveau du quadriceps. Et c'est finalement la toute première étude comportementale qui a fait un lien de manière assez directe entre le développement de la force et le comportement en lien avec cette qualité physique et le travail mental. Alors par la suite, il y a eu un nombre d'études assez important. Il n'y a pas une pléthore d'études, mais il y en a quand même eu un certain nombre. La plus connue, c'est celle-ci. Elle a été faite que l'année suivante. C'est celle qui est répertoriée dans tous les manuels et dans toutes les études principales. Et c'est un groupe de chercheurs qui avait, ce qui prête souvent à sourire, travaillé sur l'abducteur du cinquième doigt. Et il avait mis en évidence, en utilisant un dispositif expérimental pour travailler sur de la force maximale isométrique, que le fait de s'entraîner physiquement ou mentalement à la contraction isométrique maximale de l'abducteur du cinquième doigt permettait de développer la force musculaire de l'ordre de 30% pour le groupe qui s'entraîne physiquement, de l'ordre de 22% pour le groupe qui s'entraîne mentalement. Donc même en l'absence de contraction réelle. Et il y avait une sorte de sparing effect, puisqu'on avait même, on connaît un petit peu plus en préparation physique qu'en préparation mentale, mais il y avait un transfert de contrôle latéral en direction de la main qui n'avait pas été travaillé ni mentalement ni physiquement. Et ce groupe de chercheurs-là a confirmé ces résultats. Donc là, dans une étude un petit peu plus récente, ils ont reproduit le travail et ils ont mis en évidence dans cette étude-là le fait que même à l'arrêt de la pratique ici, le groupe qui s'entraîne mentalement, toujours sur l'abducteur du cinquième doigt, maintient les gains de force qui ont été observés lors du protocole. Donc il y aurait une pérennisation de ces effets-là. Et dans une étude encore un petit peu plus récente, mon pointeur est capricieux, dans une étude encore un petit peu plus récente, ils ont mis en évidence, en essayant d'aller comprendre ce qu'il y avait dans le contenu des représentations mentales, quelles étaient les préconisations ou les conditions optimales de travail, et assez logiquement, le fait d'être dans une approche associée qui combine avec ce dont Christian nous a parlé, l'imagerie kinesthésique, donc les sensations normalement générées par le mouvement, permettait des gains de force plus importants que le fait de faire un travail plutôt dissocié où on se voyait de l'extérieur. Et ça a été reproduit cette fois-ci, vous voyez, sur le biceps. Donc il y a un certain nombre d'études comme ça qui montrent finalement que l'imagerie motrice permet bel et bien un gain de force musculaire. Et ça a été confirmé par la suite par plusieurs autres études. Alors je vous ai mis une liste qui n'est pas forcément une liste exhaustive, mais qui est à peu près à jour malgré tout des résultats qu'on peut obtenir. Et vous voyez que du coup, il y a des gains significatifs qui sont généralement entre 5 et 30% en fonction des sites des effecteurs qui nous intéressent, mais des gains qui sont relativement significatifs. Ces gains de force musculaire, comment est-ce qu'on peut les expliquer? On va y venir assez rapidement et finalement l'hypothèse est relativement simple, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fonction du muscle concerné, les gains ne vont pas forcément être les mêmes. À la surface du cortex moteur, on a ce qu'on appelle une représentation somatotopique des différentes parties du corps, c'est-à-dire que toutes les parties du corps sont représentées, mais de manière disproportionnée. Donc vous avez ici la représentation schématisée des différentes parties du corps à la surface du cortex, et vous voyez que les mains et le visage occupent à peu près 2/3 de cette surface. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas cette notion de disproportion, on ressemblerait à ça. C'est l'homunculus moteur, il est connu sous ce terme-là, et c'est finalement l'importance, entre guillemets, dans les cartes corticales, des différentes parties du corps. Et ça veut dire c'est important, et c'est probablement la raison pour laquelle les résultats les plus majeurs ont été observés sur les muscles de la main, et donc l'abducteur du cinquième doigt, c'est que comme il est très représenté au niveau cortical, eh bien toutes les réorganisations cérébrales, toute la plasticité qui est induite par le travail mental, génère des modifications importantes, s'étalent sur une carte corticale de manière importante. Et donc, par extension, permettent un gain de performance plus élevé. Et à l'inverse, les muscles moins représentés au niveau cortical vont bénéficier d'une moindre réorganisation de leur carte corticale, des neurones qui les contrôlent, et donc on aura des effets moins marqués. Pour autant, on a quand même certaines études qui se sont questionnées, certaines études qui se sont questionnées sur quel est l'effet, on va passer par là, ce sera plus simple, quel est l'effet sur des mouvements qui sont plus proches de la pratique réelle et de l'entraînement. Parce que s'il y a un gain sur la force, autant l'optimiser et chercher à l'utiliser pour le développement des qualités musculaires et donc des qualités physiques.
Donc il n'y a pas énormément d'études qui se sont prêtées à ce sujet-là. On va voir que les résultats sont un petit peu plus mitigés. C'est-à-dire qu'en réalité, ici vous avez une étude qui tend à démontrer qu'il puisse y avoir des effets avec des gains d'environ 3 à 4% sur différents mouvements de musculation. Ils avaient pris 5 mouvements assez traditionnels qu'on trouve dans les salles de musculation. Et dans cette étude, bien qu'elle ne soit pas totalement convaincante en termes de résultats, il y a une notion qui est intéressante, c'est qu'ils montrent qu'en fait, ils ont joué sur des ratios avec 0% de travail mental, donc 100% de travail physique, 25% de travail mental, 75% physique, et inversement. Donc ils ont joué comme ça sur différents ratios. Et ce qu'ils mettent en évidence, c'est qu'il pourrait y avoir des effets moins marqués lorsqu'on met du travail mental que lorsqu'on met que du travail physique, ce qui est relativement logique, mais qu'il y aurait quand même des effets sur le gain de force de 2 à 4%. Dans une autre étude, on avait essayé de montrer sur des mouvements assez fondamentaux, développé couché et demi-squat sur une presse inclinée, quel pouvait être l'impact d'un entraînement mental. Et ce qu'on avait observé, c'est qu'il n'y avait pas eu du tout d'effet de gain de force sur le développé couché et un gain de force relatif, je vais le dire comme ça, sur les membres inférieurs. Ce qui est relativement illogique dans la mesure où, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les différentes cartes corticales, on aurait dû observer l'inverse. C'est-à-dire des effets plus marqués sur les muscles du buste et du haut du corps que sur les muscles des membres inférieurs qui sont moins représentés au niveau cortical. Donc c'est pas très logique cette histoire-là. Et dans un deuxième temps, ce qui me fait questionner ces résultats qu'on avait obtenus également, c'est qu'il y a probablement un biais méthodologique, un biais d'estimation de l'erreur de la performance sur la presse inclinée, puisqu'on était dans une salle où il fallait vraiment mettre très lourd pour que le travail soit, on va dire, pertinent ou relativement complexe pour l'athlète. Il y avait une force d'accompagnement de la presse qui était extrêmement simplifiée. Enfin, le travail était trop simple. Et je pense qu'il y a eu une sous-estimation de la performance en pré-test qui explique le gain de performance. Donc on a des résultats qui au final ne sont pas si concluants que ça dans ce domaine. Et au final, si on regarde ce qui a été fait depuis, il y a une méta-analyse qui l'illustre relativement bien. C'est que quand on prend l'intégralité des études qui ont été faites et qui sont éligibles à ces comparaisons-là, on a des effets, mais des effets mitigés. Et les effets mitigés viennent essentiellement des résultats qu'on a obtenus sur les muscles de la main et du bras. Donc on aura une transposition qui n'est pas si évidente que ça, c'est dommage, mais le fait de faire des exercices de musculation par le biais du travail mental n'aurait pas des répercussions aussi intéressantes que ça sur le développement de la force. Même si on va voir qu'il puisse y avoir des notions pertinentes. Juste un mot pour vous amener ou vous inciter à inverser le raisonnement. Si mon objectif, ce n'est pas de développer la force musculaire, mais de jouer sur ces paramètres de réorganisation cérébrale pour jouer sur, on le verra, la synchronisation des unités motrices. Et donc de bénéficier des effets sur la force, non pas pour la développer, mais pour la conserver, en cas d'immobilisation notamment. Là, le raisonnement devient beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, on va travailler sur une réorganisation de réseaux qui sont déjà préexistants. Et l'idée, c'est de diminuer l'impact d'envahissement sur ces régions-là et donc l'affaiblissement de ces réseaux neuronaux, de ces cartes corticales-là, en maintenant l'existant, donc en maintenant les programmes moteurs. Et là, ça devient intéressant, y compris pour des muscles qui sont assez peu représentés au niveau cortical. Par exemple ici, suite à la rupture du ligament croisé antérieur, lorsqu'on demande à un groupe de faire une rééducation relativement classique en intégrant des exercices d'imagerie motrice de contraction musculaire, contraction analytique, mouvements de contraction isométrique et puis de plus en plus complexes, des mouvements de contraction essentiellement concentriques, par rapport à un groupe contrôle qui lui ne suit que de la rééducation classique et fait une activité neutre, on a une réactivation musculaire qui est plus importante et les sportifs repartent avec un niveau de force plus élevé à l'issue de la phase de rééducation. De la même manière ici, lors d'une immobilisation au poignet, lors d'une fracture des os de l'avant-bras, les chercheurs ont mis en évidence qu'il y avait une diminution de la perte au bout de 4 semaines d'immobilisation, mais que cette diminution était 50% réduite dans le groupe qui faisait de l'imagerie par rapport à un groupe qui ne faisait pas de travail mental et qui se contentait de la rééducation classique et d'une activité neutre. Donc on avait vraiment une limitation de la perte de force. Et là c'est intéressant parce que ce que ça met en évidence, c'est que finalement, lorsqu'on est dans une immobilisation, et encore plus lorsqu'elle est prolongée, on va réussir à contrebalancer les effets maladaptatifs de cette immobilisation-là, et donc à maintenir le niveau de force, soit en regagnant un petit peu de force, soit plus probablement en limitant la perte de force et en réactivant le système musculaire. Bien évidemment, vous vous en doutez, il n'y a absolument aucun effet périphérique, donc que ce soit dans le développement ou le recouvrement de la force, il n'y a ni hypertrophie, ni limitation de la fonte musculaire. Donc, le travail mental n'a aucun effet sur les facteurs structuraux. Il va avoir un effet essentiellement et même exclusivement sur les facteurs nerveux de développement de la force.
C'est-à-dire que le travail mental va permettre, grâce à la réorganisation cérébrale, une meilleure synchronisation des unités motrices, une meilleure fréquence de décharge, éventuellement une diminution de la coactivation agoniste-antagoniste qui peut être un frein au gain de force musculaire dans un début d'apprentissage, éventuellement des effets sur la coordination intermusculaire. Donc on va être vraiment sur les facteurs nerveux de développement de la force, on n'aura aucun effet périphérique, que ce soit en gain, hypertrophie ou en limitation de la myotrophie. Alors, tout ça m'amène quand même à questionner, à la lecture de ces résultats-là, quelle est la place finalement qu'on va pouvoir accorder à l'entraînement de l'imagerie sur la force. Il y a des effets, mais ces effets sont mitigés. Il y a des gains potentiels, mais ces gains-là sont moins sur les mouvements polyarticulaires et qui nous intéressent dans le développement des qualités physiques, et plus sur des mouvements analytiques et isolés de muscles qui sont plutôt des muscles de la main et du bras. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Et si on resitue finalement la place que peut avoir l'imagerie de force dans l'entraînement, on va voir qu'il peut quand même y avoir des orientations intéressantes et peut-être des déclinaisons, et pas forcément de l'imagerie de force pure pour gagner de la force, mais des déclinaisons dans le domaine de la qualité physique de force. Donc je me suis amusé à faire cette petite comparaison hier soir sur la place qu'on pourrait accorder finalement à l'imagerie de force par rapport à d'autres formes de travail mental, et j'ai pris deux exemples. L'imagerie qu'on va avoir ici d'entraînement qui va vraiment être dans l'objectif d'améliorer la technique gestuelle, que ce soit en termes d'appropriation, de maîtrise ou de correction, et un travail beaucoup plus orienté sur la dimension psychologique de l'athlète, avec une routine de pré-performance où l'objectif est d'être dans les meilleures dispositions possibles pour être performant. Donc plutôt orienté sur la confiance, le stress, les émotions, pour schématiser ou le dire de manière large. Et finalement, la place que va avoir l'imagerie de la force par rapport à une imagerie purement technique et gestuelle, d'acquisition et d'appropriation, on pourrait y revenir. Par rapport à une imagerie de réussite qui va être prépondérante dans la routine, un petit peu moins dans l'entraînement technique, on la travaillera plutôt de manière isolée et spécifique. Ou par rapport à une imagerie, je dirais, de détermination ou d'éveil physiologique, qui là aussi va être intéressante préalablement à l'effort, peut-être un peu moins quand on est sur la technique pure gestuelle, l'imagerie de force a une place relative, assez nuancée. On va pouvoir lui trouver des applications ici, je vais y venir juste après. Par contre, dans la routine de pré-performance, clairement, on est dans le fait de rentrer dans sa bulle, d'être dans les meilleures dispositions possibles. À la fois l'imagerie technique et l'imagerie de force ne sont pas les meilleures formes de travail à avoir à ce moment-là. C'est plutôt le grain de sable qui va venir enrayer l'engrenage si on commence à rentrer dans ces processus et dans ces considérations-là. Donc finalement, ça permet quand même d'avoir une lecture de comment on pourrait envisager un travail plus orienté sur la force et donc de se recentrer sur l'entraînement. Et à partir de là, je voudrais simplement, pour finir la présentation, vous présenter 4 orientations de travail actuelles qui sont des réflexions qu'on peut avoir au sein du laboratoire, mais on est loin d'être les seuls. 2 approches fondamentales, 2 approches un petit peu plus appliquées sur des dimensions de terrain. La première approche, c'est d'aller essayer de regarder et de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en termes d'activité musculaire, puisque finalement, on dit qu'il y a une meilleure synchronisation des unités motrices, ça veut tout dire et rien dire, on ne sait pas véritablement ce qui se passe quand on fait un travail mental. On sait qu'en bout de chaîne, ça se traduit par une amélioration des facteurs nerveux et que probablement c'est une meilleure synchronisation des unités motrices. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'aller regarder un petit peu plus précisément, notamment avec de l'MG haute densité, finalement ce qui va se passer lorsqu'on imagine un mouvement. Au niveau du recrutement musculaire, qu'est-ce qu'on peut aller observer? Donc c'est un travail qu'on a mené en collaboration avec des collègues de Saint-Étienne, Thomas Lapaule, Vianney Rosan, avec Franck Garienzo au labo, et puis qui a été l'objet d'un travail de master de Mathilde Bertrand. Alors les données sont simplement préliminaires, mais elles montrent dans un premier temps qu'on a un gain de force de l'ordre de 8-9% entre l'avant et l'après. Donc le fait de pratiquer le travail mental, on est sur le tibialis antérieur ici, se traduit par un gain de force, comme on a pu l'observer dans les études précédentes. Mais pour le moment, on n'a pas été en mesure, probablement pour des raisons méthodologiques, de pouvoir mettre en évidence un meilleur recrutement des unités motrices ou une modification, une modulation dans la signature du recrutement des unités motrices au cours de l'imagerie mentale. Donc on va poursuivre ce travail-là, il y a des choses intéressantes, en tout cas, c'est une méthodologie qui pourrait amener des réponses complémentaires et permettre de comprendre un petit peu mieux pourquoi le travail mental serait efficace du point de vue de cette qualité physique. Dans un autre travail, dans un doctorat de Tiffany Dos Anjos que je co-encadre avec Franck Garienzo, l'idée est ici d'essayer de comprendre également quels sont les liens entre l'activité cérébrale oscillatoire, donc les rythmes cérébraux enregistrés par l'électroencéphalographie, et la signature musculaire qu'on peut enregistrer lors du travail mental.
donc l'activité électromyographique. Et donc d'étudier cette cohérence cortico-musculaire qui va nous permettre de mieux comprendre finalement comment ces deux activités rentrent en résonance ou en synchronisation, ou comment elles peuvent être prédites l'une par l'autre. Et ce qu'on a observé dans ce premier travail, c'est que, là encore, sur une tâche de contraction maximale isométrique des fléchisseurs de l'avant-bras sur le bras, on a une amélioration de la force musculaire. Donc on enregistre une amélioration relativement limitée, de l'ordre de 4%. Là, je vous ai illustré sur le bras droit, on l'a également sur le bras gauche, c'est un travail bilatéral. Et peut-être ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est que quand on commence à regarder les liens entre l'activité cérébrale et l'activité musculaire, on se rend compte qu'il y a une modulation dans la cohérence entre ces deux signaux, avec l'extrapolation et le renforcement de circuits frontaux lors du travail par imagerie motrice, qui permettrait une meilleure efficacité et un gain de force plus marqué. Et ce qui est intéressant, c'est que cette modulation-là, quand on la rapporte à l'activité du triceps, donc de l'antagoniste, elle matérialise surtout un gain qui se traduirait par une diminution, un relâchement plus marqué, et donc une diminution de l'impact et du travail de l'antagoniste. Et finalement, on serait, en quelque sorte, j'ai envie de dire, en train d'objectiver, si on peut le dire comme ça, ou de trouver une sorte de lien neuronal et musculaire sur cette diminution de la coactivation agoniste-antagoniste qu'on peut observer lors des gains de force en processus initial. Donc ce serait une sorte de signature neuronale de ce facteur de développement de la force. Dans une perspective un petit peu plus appliquée, on s'est posé la question suivante, c'est de se dire, puisque le travail mental permet d'améliorer la force, mais puisqu'on ne peut pas forcément le transférer à des mouvements complexes et polyarticulaires comme ceux que font les sportifs dans leur activité ou tout au moins dans leur préparation physique, est-ce qu'on ne peut pas réorienter le contenu du travail mental non pas sur le gain de force, mais sur le transfert d'un bénéfice de force ou sur le gain fonctionnel du mouvement? Donc on a pris des sportifs spécialistes de CrossFit qu'on a impliqués dans un travail, c'est la thèse d'Éric Pifto là, qui vient de démarrer, que je concadre avec Franck D'Arienzo à nouveau. Et on s'est dit qu'on allait les entraîner mentalement à faire un des deux mouvements physiques sur lesquels on les a évalués. Donc on les a évalués en deadlift, on les a évalués en back squat. Et ensuite, on a distingué différentes conditions expérimentales, ils sont tous passés par les conditions. Une condition où ils font de la pratique réelle et une activité neutre pendant les phases de récupération. Une condition où ils font l'entraînement réel et de l'imagerie du back squat pendant les phases de récupération, et une condition où ils font l'entraînement réel, en back squat toujours, mais de l'imagerie du deadlift pendant les phases de récupération. Autrement dit, ils font tous un entraînement physique uniquement sur le back squat, et ensuite il y a une condition où ils ne font pas d'imagerie, une imagerie du back squat, donc le mouvement travaillé physiquement, une imagerie du deadlift, le mouvement travaillé mentalement. Ce qui fait qu'on a, et c'est assez rare pour être souligné, une forme de travail où le travail mental ne serait pas là pour renforcer ce qui vient d'être fait et ce qui a été travaillé mentalement, mais plutôt pour chercher à optimiser le transfert des gains du travail physique en direction d'un autre mouvement. Et ce qui est assez intéressant, les résultats datent d'hier, donc ils méritent d'être approfondis, mais ils sont assez prometteurs, c'est que le groupe qui s'est entraîné ici, sur la performance en back squat, ils progressent tous de manière très significative en termes de performance à l'issue de l'entraînement, mais le groupe qui s'est entraîné sans faire d'imagerie a on va dire une marge de progression ou des gains qui sont moins importants significativement que les deux autres groupes. Donc le fait de faire un travail mental permettrait d'optimiser, si je peux le dire comme ça, les gains sur le mouvement concerné. On aura un gain de force plus élevé. Mais ce qui est un peu plus intéressant encore, c'est que lorsqu'on leur demande de faire non pas l'imagerie du mouvement concerné, mais l'imagerie du deadlift, donc de l'autre mouvement sur lequel ils n'ont pas travaillé, ils ont simplement été évalués, on observe que de nouveau le groupe contrôle progresse de manière significative, mais beaucoup moins que les deux autres groupes, et que le groupe qui a fait de l'imagerie du deadlift progresse de manière plus importante que, alors c'est pas le groupe, c'est la situation, parce que c'était contrebalancé, mais que la situation expérimentale où ils ont imaginé le squat. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, on pourrait améliorer en quelque sorte l'entraînement malgré tout fonctionnel sur la performance grâce à un travail mental dans les périodes de récupération. Mais on pourrait aussi peut-être favoriser le transfert des bénéfices d'un entraînement physique sur un groupe musculaire donné en direction d'un mouvement complémentaire qui n'est pas forcément travaillé physiquement. Donc il y a peut-être des choses à aller explorer de ce point de vue-là, sur la notion de transfert de compétences ou de transfert de gain de force, plutôt que sur des gains de force purs qui permettraient d'aller chercher une performance un petit peu meilleure sur le mouvement concerné. Et puis une dernière étude que je voulais partager avec vous, c'est une étude qui a impliqué un petit peu plus de monde dans le laboratoire, puisqu'on a eu nos collègues biomécaniciens
Karine Monteil, Johan Blach et puis Christian Collet également en neurophysio. Et dans la thèse de Thiago Cantac, on s'était intéressé non pas à l'effet du développement de la force, mais à un travail mental orienté plutôt sur la récupération musculaire. Et on s'est dit, ça pourrait être intéressant de confronter les personnes à un entraînement répété, donc qui génère un certain nombre une fatigue musculaire relativement importante à l'échelle d'une séance d'entraînement, et de les confronter derrière à un travail d'imagerie qu'on a distingué comme étant un travail d'imagerie de récupération active, où il s'imaginait un mouvement impliquant les mêmes effecteurs, donc les fléchisseurs de l'avant-bras sur le bras, mais sur une contraction relativement légère et facile à faire, donc une récupération active, ou une récupération plus passive, où là on leur demandait d'imaginer un relâchement complet des structures musculaires, des muscles concernés et de l'exercice qui avait été effectué. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est un effet marqué de l'imagerie par rapport à l'absence d'imagerie. En d'autres termes, les deux formes de travail mental, tout au long de la séance, permettaient un meilleur rendement musculaire à l'échelle de la séance. C'est-à-dire que le fait de s'engager dans un travail mental pendant les périodes de récupération permettait une meilleure activation musculaire à l'échelle de la séance, donc un meilleur rendement global. Ça ne s'est pas traduit par des reps supplémentaires ou par un gain de force à proprement parler, mais sur un travail musculaire finalement plus conséquent. Et si on compare les deux types d'imagerie, on a un effet plus marqué lorsque l'imagerie est dite activatrice, ou on va dire active, par rapport à l'imagerie relaxante. Donc ça pourrait être intéressant d'aller explorer pendant les phases de récupération le fait de faire une imagerie, pourquoi pas relaxante, mais encore plus active, pour pouvoir permettre une meilleure récupération musculaire et des gains éventuels, pas forcément qui se traduisent par des répétitions supplémentaires, mais sur le schéma d'activation musculaire globale de la personne. Voilà un petit peu les illustrations que je souhaitais partager avec vous sur le fait que l'imagerie et la force partagent un certain nombre de composantes, que l'imagerie peut impacter la force, pas forcément de manière binaire et systématiquement positive comme on peut l'espérer, mais qu'il y a certainement pas mal de choses à aller explorer d'un point de vue fondamental pour mieux comprendre et d'un point de vue appliqué pour mieux mettre en application des exercices de travail mental intégrés au profit de la qualité physique de force. Voilà, merci pour votre attention.